Merci d'être avec Osana TV Monde à la une. Ce soir, nous parlerons de la meilleure en maths. Bénin, le suceur du béninois Axel Merrill, l'humoriste cartonne sur les réseaux. Et puis en Guinée, après la manifestation des familles endeuillées. Enfin au Sénégal, nous parlerons dans cette édition porté disparu par son parti, l'opposant Ousmane Sango réapparu. Merci de nous rejoindre sur Osana TV Monde. Et puis, grande est ma joie toujours d'être en votre compagnie. Voilà, je profite de cette occasion ce soir pour dire merci à toutes ces personnes qui m'ont souhaité joyeux anniversaire. Je veux dire également aussi pour mes parents, mes amis anglophones qui ne comprennent pas le français. Je voulais exprimer en langue anglophone pour leur dire I greet you, those people who like me and call me another country, God bless you and God send you another level. Voilà, sur ce, nous débutons ce journal sur la Côte d'Ivoire. Ce soir, dans cette édition, nous parlerons de la meilleure en maths. En Côte d'Ivoire, environ 500 jeunes filles ont participé ce week-end à Abidjan et à Yamoussoukro au concours Miss Mathématiques, une compétition organisée par la Société mathématique de Côte d'Ivoire. Objectif, faire aimer les maths aux filles et les attirer vers un domaine où elles sont sous-représentées. On suit ensemble le reportage. De l'animation un jour de week-end au lycée Sainte-Marie de Cocody, à Abidjan. Ces adolescentes sont toutes volontaires, des filles seulement. Elles vont plancher pendant 2h30 pour les plus jeunes, en classe de 3e, et pendant 4 heures pour les terminales, sur des exercices de mathématiques. Ce concours va aussi me permettre de pouvoir m'affirmer en tant que femme. Je me dis que j'ai quand même le même niveau d'intelligence avec les garçons. Cette élève de terminale scientifique a fait le déplacement depuis la ville de Dabou, à 50 km à l'ouest d'Abidjan. En tout, près de 500 jeunes filles de tout le pays sont réunies pour participer à ce concours intitulé de manière quelque peu surprenante Miss Mathématiques. Plus de 20 ans qu'il est organisé par la Société mathématique de Côte d'Ivoire avec un objectif, donner le goût des mathématiques et des sciences en général aux filles. Il y a un préjugé au niveau des dames relativement aux mathématiques. Elles ont peur et elles se disent que c'est une matière qui les défavorise. Et certains vont même jusqu'à la haïr. À la clé, des bourses pour les 3 meilleures de chaque catégorie. Des bourses qui ont permis à d'anciennes lauréates d'aller étudier aux États-Unis ou en Europe. La Miss Mathématiques 2022 a, elle, choisi de rester en Côte d'Ivoire. Elle est en première année de data science à l'université américaine de Grand Bassam. Elle a reçu 20 millions de francs CFA, soit plus de 30 000 euros, pour financer son cursus. À 16 ans seulement, elle a beaucoup d'ambition. Oui, c'était vraiment comme une mission, un défi que je devais relever. J'entendais des gens dans certains commentaires dire que ce n'est que parce que c'est un concours de filles qu'on a vu une fille se démarquer. Donc c'était comme si je devais briser certains stéréotypes. Déjà nous savons qu'en Afrique, les mathématiques ne sont pas très développées, du moins c'est ce qu'on nous dit. Mais il y a plusieurs personnes qui ont réussi à se démarquer. Pourquoi pas les femmes? Nous sommes capables d'aller plus loin, nous sommes capables de travailler plus. Le mois dernier, lors d'un forum panafricain, la Côte d'Ivoire a annoncé la création prochaine de sa propre agence spatiale. Le pays a tout intérêt à garder ses mathématiciennes en herbe sur son sol. Toujours en Côte d'Ivoire, nous parlerons ce soir dans cette édition l'Afrique des possibles des cartes. Dans les années 2000, la Côte d'Ivoire était déchirée par la guerre civile. Aujourd'hui, malgré ses fragilités, le pays possède l'une des économies les plus dynamiques du continent africain et est devenu le premier producteur mondial de fèves de cacao, café, noix de cajou, ressources minières, pétrole, grands travaux. La Côte d'Ivoire a su mobiliser ses nombreux atouts pour tourner la page de la guerre civile et relancer son économie. Mais les disparités géographiques, le climat politique, les inégalités sociales, l'insécurité dans la région sahélienne et les différents contentieux avec les pays voisins fragilisent des potentiels ivoiriennes. Ensemble, on suit le reportage.
Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On commence cette émission à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Abidjan, surnommée Babi, est une ville en plein essor, bouillonnante, polluée et désordonnée. Un projet colossal de métro est en cours après d'innombrables retards. Abidjan compte aussi un port parmi les plus importants du continent, un aéroport, 2 millions de passagers en 2021, le quartier du Plateau qu'on surnomme le Manhattan africain, les plages et les belles maisons de Cocody. La Côte d'Ivoire, ou le pays des éléphants, l'animal est son emblème, serait selon le Prosperity Index le pays qui aurait entre 2011 et 2021 le plus accru sa prospérité dans le monde et selon un autre classement, le pays le plus heureux d'Afrique de l'Ouest. Alors bien sûr, sans sous-estimer les problèmes structurels que les Ivoiriens sont loin d'avoir tous surmontés, centralisme et clientélisme politique, inégalité et insécurité régionale, on a voulu visiter cette Afrique des possibles. Sortons nos cartes. Et voici donc la Côte d'Ivoire, ce pays d'Afrique de l'Ouest situé sur la partie occidentale du golfe de Guinée et dont la façade sud est bordée par l'océan Atlantique. La Côte d'Ivoire est entourée par 3 pays francophones, la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Et sur ses flancs, 2 pays anglophones, le Libéria et le Ghana. D'une superficie de 322 500 km², le territoire ivoirien ressemble à un quadrilatère coupé en 2, avec au nord essentiellement des plateaux et au sud des plaines, avec à l'ouest un relief plus montagneux. En termes de climat aussi, la Côte d'Ivoire est divisée en 2. Dans le sud, en dessous de la capitale Yamoussoukro, le climat est équatorial et très humide. Là où le nord, lui, présente un climat tropical sec avec des températures globalement plus élevées. Conséquence, le sud est le territoire de la forêt, même si sa surface a fortement diminué. La forêt primaire a même pratiquement disparu, en dehors de parcs nationaux comme celui du Taï ou du Banco, en plein cœur d'Abidjan. Le nord abrite quant à lui un paysage de savane, avec de grands espaces d'herbage et d'arbres clairsemés. Dans cette moitié nord du pays, on trouve principalement des champs de céréales, comme le mil, le millet ou le sorgho, mais aussi de mangue ou encore de coton. Ces 20 dernières années, ce sont les vergers de noix de cajou qui se sont développés, puisque la Côte d'Ivoire en est aujourd'hui le premier producteur mondial. Dans la moitié sud, 2 grandes cultures d'exportation prédominent, avec le café et surtout le cacao. La Côte d'Ivoire est ainsi le premier producteur mondial de fèves de cacao, puisqu'elle représente à elle seule 45% de la production mondiale. Et à elle seule, cette matière première compte pour 15% du PIB national. S'ajoutent à ces grandes cultures intensives d'autres cultures comme la banane, l'ananas ou encore l'huile de palme. La Côte d'Ivoire bénéficie également d'un sous-sol riche, avec quelques mines d'or, des mines de fer, un peu de bauxite, des diamants, du manganèse ou encore du nickel, mais aussi depuis les années 80, du pétrole. Si la part des produits pétroliers est restée modeste dans les exportations ivoiriennes, l'entreprise Eni a découvert en 2021 un gisement en eau profonde estimé à 2 milliards de barils, soit l'équivalent d'un quart environ des réserves de pétrole en Angola. La Côte d'Ivoire est aussi un pays à la géographie humaine complexe. La langue officielle de ses 22 millions d'habitants est le français, mais elle compte plus de 63 ethnies réparties dans 4 groupes linguistiques régionaux. Les Akan, les Gours, les Mandés et enfin les Krou. La République de Côte d'Ivoire, enfin, est un pays multiconfessionnel, avec 42% de musulmans, 34% de chrétiens et une proportion non négligeable d'animistes. Mais cette structure de la société ivoirienne, elle a beaucoup évolué depuis le 19e siècle et c'est ce qu'on va voir maintenant. 1902, la Côte d'Ivoire est intégrée à l'Afrique occidentale française. C'est le début d'un développement fondé sur l'exploitation du café, de la forêt, du coton et surtout du cacao, une économie qui va faire appel à une main-d'œuvre en provenance de toute la région. 1960, la Côte d'Ivoire devient indépendante. Mais cette politique d'ouverture à l'immigration se poursuit avec le président Félix Houphouët-Boigny, qui a été député et plusieurs fois ministre de la République française, mais surtout qui a lui-même été planteur de café et de cacao. En 1983, ce dernier fait même de son village natal, Yamoussoukro, la nouvelle capitale administrative du pays.
À sa mort en 1993, il laisse un pays fragilisé par des années de pouvoir personnel, mais aussi par la chute des cours de matières premières et les plans d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale. 1995, Henri Konan Bédier, qui bénéficie du soutien de la France, est élu. Mais pour écarter ses adversaires, il met en œuvre une doctrine xénophobe dite de l'ivoirité. Une politique qui va nourrir le mécontentement d'une partie de la population dans un pays où, on l'a vu, les étrangers et descendants d'étrangers sont nombreux. Résultat, la Côte d'Ivoire plonge progressivement dans la guerre civile. 2002, une tentative de coup d'État contre celui qui est alors président, Laurent Gbagbo, va couper le pays en deux. La rébellion, soutenue par le Burkina Faso, contrôle le nord et le camp présidentiel, le sud. Il a fallu attendre mars 2007 pour que le président Laurent Gbagbo et un ancien chef rebelle, Guillaume Soro, signent un accord conduisant à la réunification du pays et à l'organisation d'élections. 2010, ces élections sont remportées par Alassane Ouattara. Pourtant, Laurent Gbagbo refuse de céder le pouvoir. Et en 2011, après de violents affrontements et l'engagement des forces françaises et des casques bleus, il est arrêté puis inculpé par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. Et néanmoins, 2021, c'est le retour sur le sol ivoirien de Laurent Gbagbo après son acquittement par la Cour pénale internationale. 10 ans après la guerre civile et en dépit des inégalités nord-sud, d'un contexte sécuritaire dans la région, on va le voir toujours très inquiétant, les indicateurs macroéconomiques de la Côte d'Ivoire sont au vert. Avec une croissance du PIB de 8,2% en moyenne entre 2012 et 2019, la Côte d'Ivoire a renoué au sortir de la guerre civile avec une croissance forte. Elle a même réussi à conserver une croissance positive à 2% en dépit de la pandémie de Covid, avant de remonter à 7% en 2021. Ces performances ont été rendues possibles par une politique de grands travaux sur l'ensemble du territoire. Signe de ces changements, au sud, l'université d'Abidjan a par exemple été rénovée, tandis qu'un troisième pont enjambant la lagune ébriée, le pont Henri Konan Bédier, a été inauguré dans la capitale économique en décembre 2014. Dans le nord du pays, la ville de Bouaké, qui fut la capitale des rebelles pendant la guerre civile, s'est transformée avec la reconstruction d'infrastructures économiques comme son grand marché et la revalorisation de ses abords. Quant aux ports de San Pedro et d'Abidjan, essentiels à l'économie du pays, ils ont eux aussi fait l'objet de projets d'extension et de modernisation. Principale ombre au tableau, un taux d'inflation qui a atteint en moyenne 5% en janvier 2023, principalement en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires. Mais surtout, la Côte d'Ivoire reste marquée par la persistance de fortes disparités. Sur le plan géographique, toujours entre le nord et le sud, la capitale économique de la Côte d'Ivoire concentre 80% de l'activité économique avec 21,7% de la population ivoirienne. Et sur le plan socio-économique, puisque le pays se classait en 2021 en 159e position sur 191, selon l'indice de développement humain défini par le Programme des Nations Unies pour le développement. Dans ce contexte, la Côte d'Ivoire n'est pas parvenue à échapper à l'expansion géographique de la menace djihadiste dans le Sahel, notamment dans le sud du Mali et dans le sud-ouest du Burkina Faso, et c'est ce qu'on va voir maintenant. En 2015, une cellule liée au groupe Ansardine opérant sur sa frontière nord a été démantelée à la suite d'opérations conjointes entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mais un an plus tard, en mars 2016, la station balnéaire de Grand Bassam au sud est frappée par un commando venu du Mali, entraînant la mort de 19 personnes. Dans la nuit du 10 au 11 juin 2020, les forces de sécurité ivoiriennes ont même directement été attaquées à Kafolo. Les assaillants sont repoussés, mais à Abidjan, c'est le choc. D'autres attaques par engins explosifs improvisés ont aussi été menées par des groupes djihadistes dans le nord de la Côte d'Ivoire entre 2020 et 2021. En réponse, les autorités ont renforcé leurs investissements dans le nord du pays, notamment dans le parc national de la Comoé. Sur le plan militaire, enfin, la France reste en 2023 un partenaire militaire de premier plan de la Côte d'Ivoire, avec ses 900 soldats prépositionnés au camp de Port-Boué, dans la banlieue d'Abidjan.
Mais l'instabilité qui frappe son voisin, le Burkina Faso, affaiblit une coopération sécuritaire pourtant essentielle au nord du pays. En 2020, les armées ivoiriennes et burkinabées ont certes mené conjointement l'opération Comoé afin de démanteler des bases terroristes tentant de s'implanter dans la zone frontalière entre les deux États. Mais début 2023, l'armée burkinabé a exigé le départ des 400 militaires français basés à Ouagadougou dans le cadre de sa recherche de nouveaux partenaires, et sa priorité en termes de sécurité reste le nord et l'est du pays, là où se concentre la menace terroriste. Quant au Mali, l'arrestation en juillet 2022 de 49 soldats ivoiriens de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, à l'aéroport de Bamako par les autorités maliennes, a confirmé la persistance de relations dégradées. Qualifiés de mercenaires, ces soldats ivoiriens ont été condamnés avant d'être graciés en janvier 2023. Voilà pour ce voyage en Côte d'Ivoire, l'Afrique des possibles en dépit de problèmes persistants, centralisme et clientélisme politique, coupure nord-sud, fortes inégalités, contexte sécuritaire, on l'a vu, de la région. La Côte d'Ivoire, courtisée par différentes influences, notamment russes, ainsi des dessins animés identifiés comme provenant de la galaxie Prigogine, le patron de la milice Wagner, ont mis en scène des armées africaines triomphantes face à l'envahisseur français grâce à des soldats Wagner, pays cités dans le dessin animé, le Mali, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Et voilà, nous sommes au Bénin. Ce soir, nous parlerons du succès du Béninois Axel Merrill, humoriste cartonne sur les réseaux. Cet influenceur béninois du nom d'Axel Merrill a créé la surprise en totalisant près de 2 millions de vues en 48 heures sur YouTube. Le jeune de 26 ans, suivi par près de 4 millions, il faut le dire ainsi, d'abonnés sur TikTok, était déjà célèbre en Afrique francophone. Pour ses parodies, cet exploit a tout bonnement propulsé sa carrière et gonflé sa cote auprès des agences marketing. Ensemble aussi le reportage. À quelques heures de son retour en France, Axel Merrill s'offre un bain de popularité à Cotonou. J'aime bien ses sketchs, je le trouve super drôle, il est très charismatique. C'est une fierté pour le pays actuellement. Le fait qu'il y ait plusieurs millions de vues, en fait, ça montre vraiment que les gens l'aiment, quoi. Il y a quelques jours, le web humoriste et chanteur béninois a créé le buzz. 2 millions de vues en 48 heures pour sa dernière vidéo sans aucune promotion. Avec ce clip, une chanson composée en l'honneur de la fille du célèbre pasteur ivoirien Camille Makosso, et avec la participation du grand comédien Michel Gou, Axel Merrill s'impose dans l'univers musical. Je suis très surpris de ce que ça a fait, comment ça allait très vite, mais après j'étais quand même un peu confiant sur la qualité du projet. Son succès sur les réseaux sociaux n'est pas le fruit du hasard. L'influenceur béninois, étudiant en master d'art numérique, travaille depuis 10 ans selon une stratégie bien huilée. J'essayais déjà de m'imposer en faisant des parodies. Ça m'a aidé à avoir une certaine notoriété. Il fallait quand même un petit déclic pour pouvoir faire en sorte que les gens puissent comprendre en fait que je suis vraiment à fond dans la musique aussi. Humour, danse, musique et cinéma, Axel Merrill, qui compte 4 millions d'abonnés sur TikTok, prend pour modèle l'américain Will Smith. Depuis les dernières statistiques de l'influenceur béninois, sa valeur marchande pour un poste a plus que triplé, passant de 1 500 à environ 5 000 €. On se rend compte qu'il arrive à fédérer de manière stratégique et efficace sa communauté autour d'un projet. Plus il va avancer, plus sa communauté va grandir et plus sa cote va augmenter sur le marché de l'influence. Depuis son buzz, de grandes marques commerciales en Europe et en Afrique s'intéressent à lui. Les influenceurs comme Axel Merrill permettent d'atteindre des audiences spécifiques que les médias traditionnels n'arrivent pas à toucher. Guinée. Après la manifestation des familles endeuillées, selon les forces vues de Guinée, 7 manifestants ont été tués par balle mercredi lors de la manifestation à Conakry. Le gouverneur confirme qu'il y a eu des morts sans accord donné de bilan net. Appelle tous acteurs politiques à la responsabilité. Ensemble, sur le reportage. Il jouait au football avec ses copains devant la maison familiale. Il s'appelait Boubacar Sadjo Diallo. Il avait 16 ans. Il n'est plus.
C'est mon enfant qu'ils ont tué mercredi. Les hommes en uniforme sont entrés dans le quartier et ils ont tiré sur notre enfant devant notre maison. Voici les traces de sang. C'est moi qui m'occupais de lui. Je ne peux pas pardonner à l'auteur de ce meurtre. Selon des témoins, les agents armés pourchassaient d'autres jeunes qui manifestaient, eux, dans ce quartier de Wanindara. Ils ont ouvert le feu. L'adolescent est mort sur le coup. À des kilomètres de là, autre quartier, Bomboli, autre famille, même douleur. Lui avait 15 ans, il s'appelait Boubacar Diallo, il portait presque le même nom que le jeune tué à Wanindara. Lui aussi a été abattu près de son domicile. Sa sœur raconte que des policiers en patrouille ont tiré. Ils ont tiré 3 balles. Donc c'est la 3e balle vraiment qui a vraiment c'est la 3e balle qui a touché mon jeune frère. Bien sûr, on demande justice. On demande justice. Mais est-ce qu'il y a de la justice? Est-ce qu'on a là où partir se plaindre? Selon les forces vives de Guinée, 7 personnes ont été tuées et 32 blessées par balle, mercredi à Conakry. C'est ce collectif qui regroupe de nombreux partis, syndicats et autres organisations de la société civile qui avait appelé à manifester, même si c'est interdit en Guinée depuis 1 an. Le gouvernement n'a pas donné de bilan, mais confirme qu'il y a eu des victimes. Pour lui, les forces vives sont à blâmer pour ces morts. Vous ne pouvez pas appeler à des violences et que vous vous arrêtez simplement sur les conséquences de cette violence-là. Il est donc important que chacun assume la responsabilité. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces acteurs-là, des forces vives? Qu'est-ce qu'ils recherchent? C'est même pas demander la justice pour les victimes qui les intéresse, c'est d'agrandir les statistiques des morts. C'est ça qui les intéresse et c'est déplorable. Mercredi soir, à l'issue de cette journée meurtrière, 3 figures de l'opposition, Fonike Mengue, Ibrahima Diallo et Mamadou Bilouba, ont été libérés. Cela faisait 10 mois pour les 2 premiers et presque 4 pour le 3e qu'ils étaient emprisonnés. Leur libération était l'une des revendications principales des forces vives de Guinée. Et puis au Sénégal, porté disparu par son parti, l'opposant Ousmane Sonko réapparu. Les forces de l'ordre sénégalaises ont eu fin abruptement dimanche à la marche de l'opposant Ousmane Sonko à travers le pays en l'interpellant de force à Dakar, ont indiqué les autorités. Ousmane Sonko n'avait plus de signes. Dimanche matin, son parti l'avait alors déclaré introuvable et injoignable. Plus de précisions dans ce reportage. La disparition d'Ousmane Sonko aura duré plusieurs heures ce dimanche. C'est en début d'après-midi que le média de son parti, le parti Pastef Les Patriotes, a publié un message d'alerte sur les réseaux sociaux informant de la disparition d'Ousmane Sonko, et un vent de panique s'est emparé de ses militants et sympathisants qui s'inquiétaient de ne pas avoir de nouvelles d'Ousmane Sonko. Et dernière nouvelle, il était à Vélingara, ville se situant au sud-est du Sénégal, dans le cadre de sa caravane qu'il a intitulée Caravane pour la liberté, à quelques jours du verdict de son procès pour viol présumé. La caravane devait le conduire de Ziguinchor, ville du sud du Sénégal dont il est le maire, à Dakar, et il devait rencontrer un peu tous ces militants qui sont sur son trajet, les localités qu'il traversait. La caravane a été plusieurs fois dispersée par les forces de défense et de sécurité, également escortée ce samedi entre Kolda et Vélingara, les 2 villes qui se situent au sud-est du Sénégal. Ousmane Sonko et ses partisans, tout comme les responsables de son